savoir que ce webinaire fait suite à différents webinaires qui ont déjà été mis en place juste après les inondations du mois de juillet, ici, 2021. Je vais faire une brève introduction. Donc, introduction par rapport à l'aménagement de ce webinaire. Donc, certains d'entre vous ont peut-être pu déjà visionner ou participer aux webinaires qui ont eu lieu et dispensés par Madame Laurence Régini de la Croix-Rouge de Belgique sur la première aide psychosociale à apporter en cas d'incident critique. Nous avons eu aussi Madame Mireille Monville de l'ULiège et Madame Adélaïde Blavier et son équipe. Et donc, dans la logique des interventions qui ont eu lieu des participants et des réunions que nous avons aussi menées avec différents opérateurs de terrain sur la province de Liège et plus particulièrement par rapport aux zones sinistrées, nous avons contacté les centres PMS, les écoles, des AMO, des centres de planning familial aussi. Et donc, ce qui nous a été renvoyé, c'est de pouvoir prendre connaissance d'outils à destination à la fois des enfants, des adolescents, mais aussi à destination des adultes qui ont vécu ces moments compliqués et qui les vivent encore maintenant, et aussi comment faire face à cette situation qui des fois reprend un cours normal, mais qui des fois tarde à reprendre un cours normal, et en tout cas pour éviter des situations qui peuvent être de plus en plus complexes. Donc pour ce faire, nous avons invité Madame Charlotte Pratico, qui prendra le temps aussi de présenter ici. Je vous fais un bref panel des différents intervenants que nous avons pu avoir aujourd'hui, et nous les en remercions. Donc, qui est directrice du service de santé mentale à Collade, qui, elle, va nous parler de l'animation d'ateliers auprès des enseignants, des directions d'école, et en partenariat aussi, c'est ce que nous, on attache une grande importance aussi, c'est au côté travail en réseau, au partenariat avec d'autres institutions à l'extérieur de l'école. Nous aurons aussi Monsieur Marc Abramovitch, qui est psychologue et qui, lui, a déjà animé de nombreux ateliers auprès de personnes sinistrées ou qui ont vécu des situations d'urgence grave à l'étranger particulièrement. Et ici, en fait, il est dans une démarche volontaire auprès des sinistrés et des personnes qui sont en difficulté. Nous avons aussi Madame Élise Ridel et Madame Ibtissam Kaidi du Centre de prévention du suicide et d'accompagnement, parce qu'il nous semblait aussi très opportun de les inviter dans le cadre de cette notion de sentinelle qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises, même plus qu'évoquée par, entre autres, Adélaïde Blavier, qui est professeure à l'Université de Liège. Nous aurons aussi Madame Sabine De Wilde, qui est directrice du Centre local de promotion de la santé de Wiwarem, et qui vient un peu en porte-parole des centres locaux de promotion de la santé sur la province de Liège, donc ceux de Liège et de Verviers, pour nous exposer les outils qu'ils mettent à disposition, entre autres des écoles, mais d'autres institutions à destination des enfants, des tout-petits, ou des adolescents et même des adultes. Alors, si vous avez des questions, puisque le timing est quand même assez serré, nous vous proposerons d'utiliser la messagerie. Corinne Cattal et Camille Van den Kraan m'aident pour organiser cette, la mise en place de ce webinaire. Donc, elles collecteront aussi les informations et nous serons aussi garantes du temps. N'hésitez pas aussi à laisser vos coordonnées dans la messagerie, si vous souhaitez laisser votre adresse mail pour qu'on puisse vous recontacter par la suite, ou si on ne peut pas, on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions,
mentionner dans vos questions à qui elles s'adressent et nous pourrons vous répondre par la suite et transférer ces questions pour pouvoir faire les connexions nécessaires si vous le souhaitez. Donc, comme on vous le disait, le webinaire est enregistré et sera diffusé sur la chaîne YouTube de Réalisme. Et à titre d'information, on vous donne aussi, ça peut toujours être utile, les coordonnées des différents intervenants. Donc, le SSC Macolade, c'est Madame Charlotte Pratico, Marc Abramovic, qui est disponible via son adresse mail, Impasse dans l'impasse. Si j'ai fait une erreur, vous me le dites. Hein. Je pense que normalement, je me suis assurée de ne pas faire d'erreur. Le CLPS de Wiwarem, avec ses 2 antennes, et les adresses du CLPS de Liège et de Verviers, où vous pourrez trouver, quand vous verrez la présentation de Sabine de Wilde, que vous avez la possibilité d'être en contact direct avec le CLPS le plus proche de chez vous. Voilà. Je vais passer la parole à Charlotte Pratico. Est-ce que, Charlotte, tu veux en dire un peu plus sur toi avant de commencer ta présentation et la démarche que vous avez eue auprès de l'école d'Angleur? Donc, je pense que tu m'as déjà un peu présenté. Juste dire que je suis psychologue aussi dans l'équipe. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on est intervenu. Notre service, c'est un service de santé mentale. Donc, c'est-à-dire que nous recevons en ambulatoire des enfants. On travaille dans l'équipe pour les moins de 18 ans, des enfants, des adolescents, qui ont toutes sortes de demandes. Essentiellement, c'est par rapport à des situations qui ont besoin de la pluridisciplinarité, puisque dans notre équipe, il y a des assistantes sociales, il y a un psychomotricien, il y a un pédopsychiatre, logopède et psychologue. Et donc, on essaie de développer une pensée et une prise en charge pluridisciplinaire autour des situations. Et l'autre versant, c'est que c'est beaucoup de situations qui sont précarisées, puisque nos tarifs sont quand même très préférentiels, voire même gratuits dans les cas où c'est nécessaire. En tout cas, on peut le faire. Donc, voilà un petit peu. Sinon, je pense que vous savez ce que c'est un service de santé mentale, mais comme ça, vous voyez un peu dans quel cadre je travaille. Le contexte dans lequel nous avons été amenés à intervenir, c'est que notre service de santé mentale se trouve maintenant à Cointe, mais avant, il était à Angleur. Et il se fait que, du coup, forcément, on a gardé des liens. Et le fait de savoir qu'Angleur a été particulièrement malmené dans cette catastrophe, on s'est senti concerné, forcément. Donc, on a proposé notre aide pour la cellule et la permanence de la cellule psychologique une fois par semaine. Donc, à tour de rôle, on essayait que 2 collègues puissent aller répondre aux besoins dans les bureaux et dans les rues d'Angleur. Dans ce contexte-là, on a rencontré quand même beaucoup de parents qui avaient des questions très concrètes parfois, sur comment intervenir auprès de leurs enfants. Notamment, est-ce qu'il faut que ma fille voie la maison qui est vide? Est-ce que je fais bien de lui montrer ou est-ce que ça va être plus traumatisant encore? Est-ce qu'elle doit revenir sur les lieux? Donc voilà, toutes ces questions qui ont été amenées dans le cadre de la permanence nous a aussi fait réfléchir beaucoup à ce qu'on pouvait amener. On s'est rendu compte que ce n'était pas toujours les enfants qui venaient à la permanence, mais par contre que beaucoup de questions que les parents avaient concernaient évidemment comment faire avec les enfants. Dans ce contexte-là, on a aussi reçu un jour une institutrice qui était accompagnée par l'animatrice du centre culturel d'Angleur. Ça, je pense que c'est quand même important de le dire, c'est que en général, dans nos services, les gens ne viennent jamais du premier coup, seuls, spontanément. Ils sont très souvent accompagnés d'un intervenant. Et ce qu'on a constaté dans cette situation-ci, dans ce projet, c'est pareil. C'est-à-dire que l'institutrice ne serait pas venue d'elle-même nous trouver, je pense. Par contre, elle en a parlé à l'animatrice du centre culturel avec laquelle elle a l'habitude de travailler, qui a déjà un lien de confiance. Et ensemble, alors, elles sont venues. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit, effectivement, voilà, cette institutrice avait beaucoup de questions sur
ce qu'allait être cette rentrée, comment on devait en parler aux enfants ou pas. Enfin, voilà. Et de cette rencontre, on s'est dit qu'il fallait peut-être aider aussi par rapport à la rentrée scolaire. Du coup, on a téléphoné aux différentes écoles, voir si c'était juste la question d'une enseignante ou si les autres enseignantes aussi avaient un peu ces questions en tête et ces préoccupations. On a contacté aussi les centres PMS. Et donc, on a travaillé par la suite avec 5 écoles primaires d'Angleur de plusieurs réseaux spécialisés, non spécialisés. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande et une urgence. C'est-à-dire que tout ce que je vous raconte ici s'est passé fin août et la rentrée, forcément, c'était la semaine d'après. Les centres PMS étaient eux aussi dans une rentrée avec beaucoup d'interrogations sur comment on va travailler sur la thématique des inondations, mais sans trop encore avoir la possibilité de le faire dans un délai très court. Donc, voilà, on a finalement décidé de proposer un temps d'échange, de réflexion, de parole aux écoles qui le souhaitaient. Donc, pour une des écoles, on est allé dans leur réunion de rentrée. Ça, c'était vraiment interne à l'école. Et après, alors, avec la collaboration de l'animatrice du centre culturel, qui nous est restée vraiment une aide précieuse parce que on a cheminé avec elle. Elle, alors, a organisé la rencontre avec les autres écoles, les 4 autres écoles d'Angleur. Nous les avons reçues au château de Peralta, ce qui permettait d'être sur le terrain et pas que les enseignants doivent venir à Cointe, même si c'est pas loin. Je pense que c'était vraiment important que ça soit sur le site. Alors, vous faire part un petit peu de ce qui s'est dit dans ce moment d'échange. Je pense que les contenus qu'on a abordés un petit peu. Donc, il y avait beaucoup de questions sur comment on doit faire, quoi. Les enseignantes sont aussi venues avec des questions liées à un enfant. Donc, j'ai un enfant dans ma classe, je m'interroge parce que je sais qu'il a vécu ça. Donc, on a imaginé un peu tous les possibles en fonction des situations que les institutrices amenaient et les points d'attention sur lesquels, il nous semblait important de pouvoir réfléchir, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Une peur aussi de mal faire ou d'amplifier un phénomène qui serait traumatique. Et donc, voilà, toutes ces questions, je pense que c'était important qu'elles aient lieu effectivement avant la rentrée pour que les enseignants se sentent un peu plus en force au moment d'arriver. Alors, ce qu'on a un peu, pour vous faire part des idées qui ont été évoquées lors de ces échanges, on a évidemment évoqué le fait que tous les enfants n'allaient pas réagir de la même façon, même s'ils avaient été confrontés au même phénomène. Évidemment, les sensibilités de chacun allaient intervenir et modifier un peu les réactions. On s'est dit qu'il fallait aussi faire attention aux projections parce que les adultes qui étaient là avaient tendance à imaginer que les enfants allaient être tous traumatisés. Or, en fait, pas forcément et pas tous de la même façon non plus. Et donc, on a essayé d'un peu plus nuancer les réactions qu'ils allaient peut-être avoir le lendemain au moment de la rentrée. Une des grandes questions, c'était est-ce qu'on doit faire une rentrée comme si de rien n'était, normale, voilà, on n'en parle pas. Et donc ça, très vite, au moment de la discussion, on a quand même été unanime sur l'idée que non, il ne fallait pas, évidemment, faire une forme de déni et qu'il valait mieux, justement, plutôt partir de « on consacre un temps de parole », on amène le sujet avec une possibilité de s'exprimer ou non, évidemment, hein, sans forcer, sans obligation, mais en tout cas d'avoir au moins que les enfants aient au moins le temps et peut-être quelqu'un qui puisse les aider à mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, s'ils le souhaitaient ou s'ils en avaient besoin. Et surtout, qu'on ne fasse pas comme si de rien n'était, parce que tout le monde avait été évidemment bien au courant et bien impacté. Donc ça, c'est une idée qui était en fait déjà dans la tête de toutes les institutrices présentes là-bas, parce qu'elles avaient quand même toutes pensé plutôt à mettre en place effectivement d'emblée ce temps d'écoute. L'idée aussi, c'était de veiller à ce que ce temps d'écoute ne dramatise pas, mais ne minimise pas non plus. On puisse y ajouter des émotions, parce qu'au-delà des faits, de dire que l'eau monte, qu'on a eu de l'eau jusqu'ici, c'est de pouvoir y ajouter des émotions. On a eu froid, on a eu peur, on a pleuré, on ne savait plus. Enfin, voilà, d'y ajouter quelque chose qui permet aussi que ça ne reste pas seulement des faits spectaculaires, mais aussi plus du ressenti. Ce qui n'est pas si simple, en fait, hein, parce que c'est parfois plus facile de dire
l'effet que les émotions, bien sûr. Les enseignants, voilà, on leur a dit aussi qu'ils pouvaient évidemment utiliser des outils, des médias, comme avec les enfants, c'était parfois plus facile. On a évoqué la petite brochure, le petit cahier d'exercice qui avait été mis en ligne par Réalisme. Et donc ça, je pense que voilà, ce genre d'idées, en tout cas, maintenant les institutrices ont beaucoup de créativité pour mettre en place ce genre de choses. Donc elles avaient aussi déjà réfléchi à certaines choses qui allaient un peu dans ce sens-là. On a évoqué aussi le fait que ces enfants ont vu des adultes qui ont été très impactés et que parfois ça a dû être impressionnant. On n'a pas l'habitude de voir son papa pleurer ou de voir sa maman à ce point inquiète, ou les deux en même temps encore moins. Et que donc c'était aussi quelque chose dont les enfants allaient peut-être parler, de comment les adultes ont vécu tout ça. Bon, pour balancer tout cet aspect évidemment plus catastrophique, on a beaucoup évoqué la solidarité comme étant quelque chose de très positif qui permettait de parler du drame, mais avec un versant aussi qui permet d'en sortir à un moment donné, parce que ça aussi, les enfants l'ont vu, cet élan de solidarité. Parfois au travers de leur école, et donc ça nous semblait intéressant de parler de leur école, de parler que leur école elle a été abîmée, que leur école elle a dû être réparée, que leur école elle est quand même toujours là, et que donc il y a un côté solide, c'est-à-dire que cette école, voilà, même si les choses ont été difficiles, elle a traversé l'épreuve, que tout le monde s'est rassemblé autour de cette école, et donc ça nous paraissait quelque chose qui permettait aux enfants de manière très concrète de pouvoir imaginer une forme de rétablissement, on va dire, voilà, au travers de leur école, parce qu'il y a aussi l'aspect collectif, évidemment, dans ce bâtiment-là, plus que dans les maisons. Une idée qui nous semblait aussi importante, c'était de pouvoir donner aux enfants la possibilité de réparer, symboliquement ou concrètement, une partie, un espace, quelque chose dans l'école, qui permettrait de pouvoir aussi laisser une trace de ce qui s'est passé, mais une trace aussi de tout ce qu'on a pu en discuter. Et donc, l'idée, c'était peut-être de faire, on avait évoqué une fresque notamment, parce que ça, c'était réalisable, dans des endroits comme un couloir ou une partie de la classe, enfin, en fonction de ce que l'enseignante pouvait mettre à disposition. Ça nous permettait aussi, je trouve, de pouvoir sensibiliser les enfants, pas toujours sur la parole, mais peut-être sur quelque chose de réalisé et de concret. L'idée, ce n'était pas d'effacer toutes les traces, mais c'était plutôt d'embellir quelque chose qui a été abîmé, qu'il y ait eu un processus dans l'affaire. Et bon, les enseignants disaient, ma classe, quand les enfants vont revenir, elle n'est pas toute refaite, toute nickel, c'est un peu embêtant. Nous, on trouvait que c'était plutôt bien, parce que ça montrait effectivement aux enfants que voilà, ça prend du temps, mais que ça avance, qu'il y a des choses qui ont déjà été faites, d'autres qui doivent encore être mises en place. Et cette notion de temps, ça permet aussi de se dire, moi aussi, j'ai besoin de temps. Ok, je suis peut-être un peu moins sous choc, mais il y a encore des choses qui me tracassent et donc que ça prend du temps. Pas que c'est un clic comme ça où tout est remis à neuf quand ils arrivent et qu'ils ne voient finalement pas le processus. On a évoqué toute la notion de perte, parce qu'évidemment, certains enfants ont perdu ou certaines familles ont perdu des objets, des animaux, des souvenirs qui leur sont précieux. Le retour à l'école, c'est aussi parfois se rendre compte qu'on a perdu des copains de classe parce que certains ont déménagé. On ne sait pas qui sera là. Donc ça, c'était aussi une grande inquiétude des enseignantes. Qui sera dans ma classe? Est-ce que certains seront partis? Est-ce que... voilà. Alors, surprenant aussi, il y avait des nouveaux inscrits. Et donc ça aussi, elles se disaient, voilà, c'était inattendu. Elles n'avaient pas imaginé que dans ce contexte, des gens allaient arriver à Angleur, mais en fait, voilà, la vie continue et donc il y a aussi eu des nouveaux, sans savoir s'ils ont vécu ou pas les inondations, mais en tout cas, dans la classe, il y avait du mouvement comme ça. Certaines enseignantes ont elles-mêmes été sinistrées et les enfants parfois le savent parce que Angleur est devenu, à travers tout ce qui a été vécu, un peu comme un village. Donc, les gens se sont très fort rapprochés, sont beaucoup sortis forcément, se sont échangés. Et donc, des enfants avaient été aider madame parce qu'ils savaient bien qu'elle habitait telle rue plus loin, ou madame est allée aider tel enfant. Et donc, il y a eu cette solidarité à travers aussi les relations scolaires. Des enfants sont venus avec leur raclette à l'école pour aider l'école. Donc, ce moment-là, c'était peut-être aussi bien de pouvoir en parler.
et d'évoquer ce côté solidarité à travers l'école. On s'est rendu compte aussi que certains enfants n'étaient pas du tout sur les lieux de l'événement et qu'ils n'ont pas non plus tout le vocabulaire qui va avec. Et donc, on leur raconte une histoire, traumatisante en plus, qu'ils ne comprennent pas toujours. Et donc, je pense à un petit garçon qui était parti au Maroc au moment où ça s'est passé. Il revient, il a 6 ans, on lui parle d'inondations, de catastrophes, il voit des choses, mais en fait, il ne sait pas, lui, ce qui s'est passé. Et donc, parfois, il faut aussi pouvoir raconter, pour ceux qui n'étaient pas là, ce qui s'est passé, parce que ça va être évoqué de tas de façons et que certains enfants ne l'ont pas vécu, quoi, ne l'ont même pas vu pour certains. On a aussi beaucoup rassuré ces enseignants parce qu'ils voulaient des outils, ce qui est logique, on peut imaginer, mais nous, ce qui nous semblait le meilleur outil, surtout pour la rentrée, c'était la relation de confiance qu'ils avaient avec les enfants, c'est-à-dire qu'ils les connaissent, ces enfants, ils vont prendre le temps de vivre avec eux, de les observer, et que donc ça nous semblait être le meilleur outil, le meilleur radar pour pouvoir identifier, tiens, tel enfant, il me semble qu'il a changé, il n'était pas comme ça avant, il m'inquiète, ou son comportement n'est pas comme d'habitude, il est plus agité, d'habitude c'est un enfant plutôt calme. Au contraire, un enfant qui ne dit rien du tout, qui est aussi parfois plus inquiétant parce que peut-être qu'il n'arrive pas à dire les choses et que par ailleurs il les ressent. Donc voilà, ces signaux d'alerte-là, on s'est dit qu'il fallait un peu y faire attention, évidemment. Et puis, au cours de cette réunion, on a aussi évoqué les capacités que les enfants ont de s'adapter, d'être résilients, de pouvoir s'appuyer sur ce qu'ils vont voir et sur ce qui va être mis en place pour pouvoir aussi dépasser l'événement traumatique. Très vite, alors, le réseau s'est mis en place. Donc, cette réunion, elle avait lieu avec l'animatrice du centre culturel qui a proposé, elle, alors, de manière très concrète, de pouvoir aller dans les écoles, dans les classes, accompagner les enseignants avec une idée d'atelier créatif ou plus corporel ou plus théâtral. Donc, il y avait beaucoup de propositions en fonction de l'âge. La bibliothécaire était présente aussi à cette réunion. Et elle a proposé alors de sélectionner des ouvrages qui pourraient parler de l'eau. Ça nous semblait aussi important que ça ne soit pas parlé que de l'inondation au sens dramatique et catastrophique, mais plus sur la thématique de l'eau que spécialement sur les inondations. On a rappelé bien sûr la présence des PMS puisque eux ont un travail avec les écoles et allaient de toute façon intervenir et venir voir en tout cas dans les écoles comment ça se passait. Et nous, on a juste dit qu'on restait disponible, voilà, pour pouvoir faire le point quelque temps après. Ça nous semblait important de consacrer un temps de réflexion au moment de la rentrée et aussi de pouvoir se dire on reprend un temps de réflexion après, parce que évidemment le temps de la rentrée c'est le moment un peu charnière, mais parfois avec un mois de recul, ça nous paraissait aussi important. Donc, pour vous expliquer un petit peu les activités qui ont été mises en place par le centre culturel, eux ont proposé des activités d'art plastique, donc ils sont repartis de notre idée qu'on avait eue ensemble de la fresque. Ils ont proposé sur la thématique du livre, donc c'est vraiment une collaboration un peu avec tout le monde parce qu'il y a eu le livre qui était l'idée de la bibliothécaire, qui a repris l'histoire d'une goutte d'eau. Sur cette thématique, ils ont proposé une activité en art plastique avec des activités très colorées pour chaque enfant et l'ensemble alors formait une fresque qu'ils vont installer souvent dans les couloirs ou dans un coin de la classe. Parfois, 2 classes se sont associées aussi pour faire une fresque différente. Il y a eu des activités plus corporelles avec toujours la thématique de l'eau. Donc, l'idée, c'était de garder la thématique de l'eau et de voir les enfants qui parlaient d'inondation ou pas et de pouvoir laisser la parole plutôt large, quoi. Il y a eu des apports musicaux aussi. Et donc, tout ce processus est toujours en cours. En fait, la fresque, elle n'est pas encore réalisée. Donc, ils ont déjà fait la partie individuelle. Maintenant, ils doivent encore faire l'assemblage. Ça va se faire début octobre ici. Pour vous faire quand même un petit retour un mois après, parce que comme on avait la réunion aujourd'hui, j'ai repris contact avec l'ensemble des intervenants en 2 minutes. OK, je me dépêche. Donc, vous dire que ce qu'on constate, on n'a pas vraiment de retour très formel pour l'instant, mais on constate vraiment au niveau des adultes une fatigue des enseignants
on voit qu'ils se sont beaucoup mobilisés pendant les vacances. Et ici, la rentrée, c'est encore très intense parce qu'évidemment, bien sûr, la rentrée a repris, mais ils ont encore des difficultés logistiques. Certaines choses ne sont pas ou plus aussi accessibles qu'avant. Le matériel n'est pas tout aussi facile à avoir. Il y a des classes qui sont en transit parce que tout d'un coup, on fait les travaux, donc ils doivent déménager. Ils ont parfois sur le temps de midi, ils continuent à réparer l'école alors qu'avant, ils pouvaient un petit peu souffler. Maintenant, le point positif, c'est que je pense que ça a créé aussi beaucoup de solidarité entre les enseignants. Évidemment, ça arrive avec le contre-coup du Covid. Donc voilà, c'est des crises successives qu'ils traversent ensemble. Mais voilà, on sent quand même une fatigue au niveau plutôt des adultes qui portent évidemment beaucoup. Au niveau des enfants et à notre niveau, à nous, au service de santé mentale, quand même, on pensait que cet événement conduirait peut-être plus de familles à consulter. Et ce n'est pas le cas. Donc, alors voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde va bien. Maintenant, ça veut quand même dire, puisqu'on est 2 mois après, que le contre-coup que peut-être on avait imaginé, voilà, n'a pas, ou en tout cas les gens ne sont pas arrivés jusqu'à nous. En tout cas, pas de manière massive. On a eu quelques demandes, mais vraiment pas comme on avait imaginé. Je pense que la mise en place de tout ce qui a été fait, parce qu'à Angleur, ça, on a vraiment été touchés de voir à quel point il y a eu beaucoup d'initiatives citoyennes, solidaires, entre gens, des cafés, des échanges de moments café, comme ils appelaient ça, des livres, enfin, beaucoup de choses ont pu être mises en place. Alors peut-être que les enfants ont pu s'appuyer là-dessus et que ça a été suffisant pour avancer. Peut-être que, voilà, je ne sais pas. Moi, j'aime bien d'être positive, donc j'aime à penser que pour la plupart, en tout cas, il y a quand même eu quelque chose de l'ordre d'un retour à la vie plus ou moins normale, je vais dire. Maintenant, sans doute que les choses ne sont pas terminées et que donc, pour certains, peut-être ça doit encore arriver. Voilà. Je vous remercie en tout cas tous et toutes pour votre écoute. Et puis, merci à Christine de nous avoir invités pour pouvoir présenter cette activité. On ne t'entend pas? Merci à toi, Charlotte. Merci beaucoup pour cette présentation complète, toute cette démarche. Hein, ça remue pas mal de choses. Et en fait, je voulais aussi rebondir avec ce que tu dis par rapport au fait que les gens ne se déplacent pas pour des soins psychologiques. C'est quelque chose d'un peu récurrent. Et on est encore dans une phase, alors est-ce qu'on est dans la phase post-aiguë? Parce qu'en fait, il y a plusieurs éléments qui vont encore être difficiles à vivre, puisqu'il y a encore l'hiver qui approche, donc il y aura peut-être encore des choses très difficiles à vivre, mais les gens, on a remarqué par l'expérience en fait que les gens ne se déplacent pas. Qu'il faut aller à leur rencontre, mais aller à leur rencontre sans provoquer un besoin. C'est être là à l'écoute et c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup plus du psychosocial, du culturel, de la solidarité. Merci beaucoup, Charlotte. Je trouve que c'était vraiment très intéressant. Peut-être que s'il y a des participants, je vois qu'il y a quand même pas mal de centres PMS qui sont là, qui veulent intervenir dans leur chat pour faire part de leur situation ou de leurs besoins, qu'on puisse, peut-être pas aujourd'hui, mais par la suite, pouvoir relayer d'autres besoins en fonction des différentes offres qui s'adaptent en fonction des besoins, parce que vous vous êtes adapté et vous avez aussi travaillé en réseau. Je vais tout doucement laisser la parole à Marc Abramovitch. Alors, Marc Abramovitch est psychologue, mais il va se présenter de manière plus détaillée. Et lui, c'est plus en lien avec le travail, avec des adultes qui sont en demande d'un travail, qui ont été sinistrés, qui ont vécu une situation vraiment très compliquée et qui ont aussi peut-être des difficultés à pouvoir travailler ces questions-là par eux-mêmes, ou s'ils sont, par exemple, proches d'autres personnes qui ont été aussi sinistrées, ou d'enfants, d'adolescents. Mais Marc, toi, tu es plus dans une vision d'un travail auprès d'un groupe
hétérogène et tu travailles avec différents outils, comme par exemple le psychodrame, mais ce n'est pas l'unique outil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience qui t'a amené à venir en province de Liège, parce que tu n'es pas de la province de Liège. Donc, merci de m'inviter à expliquer tout ça et j'espère en retirer un certain bénéfice en termes de la publicité que je vais faire, parce que j'ai commencé une expérience dans un atelier, à l'atelier de Pépinster, suite à une personne du personnel psychologique de l'atelier qui a accroché au programme que j'avais envoyé et qui a été envoyé à toutes les écoles de la région. De cette région-là, Verviers, Pépinster, plutôt du côté de l'Amblève, oui, c'est ça. Et il y a une école, une personne qui a accroché, qui a distribué ma proposition de travail aux enseignants. Il y avait des enseignants du primaire et du secondaire de cet atelier Verdi à Pépinster. 17 enseignants ont réagi et se sont inscrits à ce groupe. Donc, je vais d'abord parler de cette première expérience et en même temps un peu situer ce que je voulais faire. Se sont inscrits à ce groupe, à cette réunion qui était faite jeudi passé, donc il y a une semaine, qui devait durer 2h30. Et je n'ai pas vu l'information qui les invitait à venir à ce groupe. Moi, j'avais envoyé une proposition que tout de suite je vais vous expliquer, mais je ne sais pas ce qui leur a été transmis. Je pensais que c'était ma proposition stricto sensu, et pour finir, il s'est avéré que c'était une interprétation de ma proposition faite par la personne du service psychologique de cette école. Il y avait 17 enseignants et quand je suis arrivé, bon, je viens du Brabant wallon, donc en train, 2 trains, 3 trains, c'est vraiment pas facile à venir. Et je me suis trouvé devant, je vais demander une grande salle, et devant une vingtaine de sièges mis en 2 rangs, alignés devant moi horizontalement. J'avais bien expliqué que c'était un groupe de travail émotionnel, donc c'était pas très facile déjà comme la façon dont c'était installé. J'ai demandé qu'on se mette en rond, on s'est mis en rond. Il y avait donc, on était une vingtaine de personnes parce que la directrice, la sous-directrice et d'autres membres du personnel, pas du personnel enseignant, du personnel organisateur de l'école étaient présents. On était 21, 22. Et j'ai commencé, je me suis présenté, j'ai dit ce que je voulais faire, j'ai demandé aux gens de se présenter. La façon de se présenter fait déjà partie de la technique de travail que j'appellerais une façon pour briser la glace du premier contact. Les gens donnent leur prénom, uniquement leur prénom, et disent ce qu'ils ont, quand c'est le matin, quand je travaille le matin, ils disent ce qu'ils ont quitté pour venir au groupe. Donc, ils s'impliquent immédiatement en disant, voilà, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté mes enfants, j'ai quitté ceci ou cela, mais ils disent quelque chose d'assez personnel. C'est une façon que j'utilise dans des groupes qui se veulent psycho-émotionnels pour immédiatement mettre l'accent sur l'implication de chacun, rien que dans la présentation. Là, comme il était 2h30 de l'après-midi, c'était un peu trop tard pour dire qu'est-ce que vous avez quitté. Alors j'ai pensé leur demander qu'est-ce que vous allez retrouver en rentrant chez vous, en me disant que c'était une autre façon, vu les circonstances, qu'ils disent quelque chose sur eux de personnel dès le départ. Ben, la plupart ont dit qu'ils allaient retrouver leur jardin, qu'ils étaient très contents. Il y en avait beaucoup qui avaient des jardins, ou qu'ils allaient rentrer chez eux, faire un goûter. C'était des choses très, très peu personnelles, très, très générales, du plaisir de rentrer chez soi, de retrouver son chez-soi. Donc exactement, peut-être le contraire que d'un aspect personnel, immédiatement personnel, émotionnel,
c'était le contentement de rentrer chez soi, un point c'est tout. Donc ça se passait un peu difficilement. Et puis, je leur ai demandé, en fonction de ce que les gens disaient, il y en avait 3, 4, dont 2 qui étaient très émus, qui ont commencé à pleurer immédiatement en parlant, le fait d'être réunis et d'être dans un groupe où on allait parler de ce qui s'était passé. Elles pleuraient, il y avait 13 femmes et 4 hommes présents, comme souvent dans ces groupes, beaucoup plus de femmes que d'hommes, qui avaient répondu à l'appel. Et il y en avait 2 qui étaient émus, mais assez fortement, mais pas par ce qui se disait dans le groupe, parce que ça venait de commencer, mais par ce qu'elles vivaient et qu'elles étaient confrontées aux autres avec leur drame personnel, sans doute, leur émotion personnelle. Donc j'ai demandé à l'une d'elles si elle voulait aller plus loin dans ce qu'elle avait exprimé d'un peu triste pour elle. Elle disait non, non, pas tellement. Et puis j'ai demandé à quelqu'un d'autre s'il voulait s'impliquer pour une technique de psychodrame où la personne, je me promène avec la personne dans le groupe, alors je la fais parler tout en regardant les autres qui sont assis et qui nous regardent. Et je lui demande de raconter en regardant les autres en même temps. Et ce qui me permet à un certain moment de dire, est-ce qu'en fonction de ce que vous me racontez, je crois que cette situation qui est vraiment très pénible aurait intérêt à aller plus loin. Est-ce que vous voudriez la raconter à quelqu'un de ce groupe qui vous écouterait personnellement, mais quelqu'un qui vous rappelle quelqu'un de proche peut-être? Et pas moyen que quelqu'un se lève pour se promener avec moi au milieu du groupe. J'essaie chez l'une ou l'autre personne, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, avec ma co-animatrice que je ne connais pas et qui a une formation systémique, que je ne connais pas tellement non plus, j'ai une formation plutôt psychosociale et analytique, psychoanalytique, ces interventions, je la trouvais déjà plus pédagogique que moi dans ce qu'elle disait, dans sa façon de réagir. Je lui propose de faire un break pour discuter de ce qu'on pourrait faire dans la suite du temps qui nous restait, à peu près 1 heure. Et alors, on arrive à l'idée qu'on va demander aux gens pourquoi est-ce qu'ils sont venus, qu'est-ce qu'ils attendent de ce groupe avant tout, et leur donner la parole à ce niveau-là. Donc, de partir à un niveau plus informatif en demandant aux gens de s'exprimer. Immédiatement, les gens, la plupart des profs qui s'expriment, expriment qu'ils venaient, l'information qu'ils avaient reçue était un groupe de techniques psychopédagogiques. Ils venaient chercher des techniques psychopédagogiques pour faire face à des situations nouvelles, à cette rentrée qu'ils ne connaissaient pas bien et qu'on leur avait promis qu'on les informerait, on les aiderait à intervenir plus au niveau plus psychologique, mais pédagogique fondamentalement. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde et la plupart des gens disent cela. On se rend compte, on arrive à la fin du groupe, je leur explique que ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, eux non plus. Donc il y avait, on a arrêté le groupe là-dessus. On a arrêté comme ça, parce qu'il y avait un malentendu. Je ne savais pas très bien que dire ni que faire. Et puis je suis rentré. Et depuis 1 semaine, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai avec ce qui s'est passé? Et la proposition de ce webinaire me donnait aussi l'occasion, en discutant avec Christine, je lui ai raconté, puisqu'elle m'avait aidé à faire passer ma demande, ma proposition plutôt, ma demande, c'est intéressant comme ce que je vous dis quand je vous dis que c'était une demande que j'avais. Donc, c'était une proposition que je faisais. Donc, Christine, je lui raconte ce qui s'est passé à ce groupe. Elle m'invite à ce webinaire en disant, c'est peut-être l'occasion d'en parler, de cette expérience, de vous en faire part et peut-être de voir ce que vous en pensez et peut-être que si ça pouvait vous intéresser, servir d'agent de recrutement pour la continuation du groupe. Donc, ce que je me dis, c'est que ça vaudrait la peine de partir de ces 4 enseignants qui ont estimé
dans le feedback que ça les intéressait de faire ce genre de groupe plus psycho-émotionnel et pédagogique en deuxième lieu, et de revenir, mais c'était 4 sur les 17, et les autres, c'était clairement, cherchaient plutôt des techniques, de nouvelles techniques pédagogiques, et clairement ne voulaient pas continuer ce genre de groupe. Je me dis que ces 4 personnes pourraient être la base d'un nouveau groupe qui pourrait partir, mais sur de toute autre base. D'abord, en réfléchissant, je me suis dit, tiens, c'est la première fois que je travaille avec des enseignants. J'ai déjà travaillé tout au début de ma carrière de psychosociologue d'ailleurs. J'ai fait les rencontres pédagogiques d'été d'une institution d'enseignants qui fonctionne encore toujours. J'ai fait ça pendant 5 ans. Du côté de Stavlo Malmedy d'ailleurs, c'était là qu'on se réunissait, et que j'avais une expérience de professeur, mais qui venait d'écoles différentes et qui venait avec l'objectif vraiment de faire une préparation à la rentrée où il y aurait 4 jours de groupe, de training group, on appelait ça à l'époque, groupe de rencontres pour parler de soi, de son travail, de façon très personnelle, mais ils ne venaient pas des mêmes établissements. Ici, le fait que tous ces professeurs venaient du même établissement était déjà, je crois, négatif par rapport à l'objectif de ce type de groupe. Le fait que la direction était présente, c'est tout à fait négatif, j'y avais pas pensé. Tout ça s'est pris un peu par les inondations et les émotions que j'avais mis ce projet sur pied. Mais parler de soi à un niveau très personnel, de ce qu'on ressent face à sa direction, eh bien, je crois que c'est pas possible. Je crois que les statuts hiérarchiques des gens dans une école fait que on ne peut pas s'exprimer librement, suffisamment librement. C'est déjà difficile de le faire avec des gens qu'on ne connaît pas, mais avec des gens avec qui on travaille, des gens qui ont un pouvoir sur nous, c'est quasiment impossible. Donc, si ce groupe repart, il doit repartir sur d'autres bases, avec des gens qui viennent d'écoles différentes, où il n'y ait pas d'aspect hiérarchique, etc. Donc, je ne sais pas, un instant, qu'est-ce que tu dis ? Voilà, il se passait quelque chose. Et alors, je me dis peut-être repartir avec ces 4 personnes, ça m'embête de les laisser avec ce qu'elles ont exprimé, et j'espère qu'elles ont un soutien, mais peut-être à partir de ces 4 personnes-là, relancer un groupe avec des enseignants venant de différents établissements de la région, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas trop de déplacements. J'ai entendu que vous veniez d'Angleur, c'est quand même peut-être un peu loin c'est déjà une autre région de Liège. Donc, c'est pas du côté de Verviers. Voilà. Et maintenant, ce type de groupe se base sur des expériences que j'ai faites, dont j'étais assistant à l'ULB en psychosocial, donc j'ai formé des étudiants pendant plus de 8 ans à la dynamique de groupe, mais dans les années 70, c'est-à-dire tout au début où ce genre de pratique existait en Belgique. Et à part ça, j'ai fait énormément d'interventions institutionnelles, de groupe. Et ces dernières années, j'ai surtout travaillé dans des situations plus catastrophiques à l'étranger, en Roumanie, dans des problématiques assez graves suite au régime communiste, en Algérie au moment de l'intervention des islamistes qui faisaient des massacres dans des villages, et en Palestine, sous des gens souffrant de l'occupation israélienne. On doit me dire quelque chose un instant. Ah oui, ah oui, voilà. Excusez-moi. Donc, à partir de ces expériences que j'ai terminées en Palestine il y a 5 ans, qui étaient assez difficiles et qui ont duré 4 ans avec deux groupes, un groupe de mères et un groupe d'instituteurs, j'ai aidé ces gens à changer d'attitude par rapport à leurs enfants hyper angoissés par la situation de guerre qu'ils vivent, d'occupation et de guerre, dont on ne parle pas beaucoup en Belgique, mais là-bas sur place, c'est assez dramatique. Ces enfants sont assez traumatisés par ce à quoi
ils assistent à ce qu'ils vivent, et notamment, par exemple, l'énurésie chez les enfants palestiniens est quasiment généralisée. Les enfants font pipi au lit, font pipi dans leurs culottes, tellement ils sont soumis à des stress très très graves. Donc, les deux groupes que j'avais lancés là-bas avec d'autres amis belges étaient des groupes de sensibilisation aux instituteurs pour aider les enfants hyper traumatisés qu'ils avaient face à eux dans leur classe, ou pour les mères de familles nombreuses, les familles arabes, ben, c'est la mère de famille qui s'occupe de la santé de la famille des enfants. Familles nombreuses, des enfants traumatisés, vont très 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 mal, et ces mères ne savaient pas quoi faire. Et ces mères, c'était une formation de formatrices qui devaient à leur tour former d'autres gens dans une ville de Palestine. Donc à partir de ces expériences avec des gens qui vivent des traumas assez graves, je me disais que face aux inondations, par rapport aux inondations, je pourrais encore faire quelque chose d'utile ici en Belgique, où j'ai peu travaillé dans des situations aussi dramatiques. Il se fait que je suis psychothérapeute encore individuellement chez moi à la maison. Je ne fais plus partie d'aucun groupe ni d'aucune organisation. Et c'est à partir de moi-même seul que j'ai essayé de lancer quelque chose. Et je savais que j'allais tomber dans un réseau très complexe en Belgique, parce que dans le temps, il m'est arrivé de travailler dans ce réseau, avec beaucoup d'institutions qui s'occupent des fois de ce même genre de pratique, et que c'est vraiment pas facile de faire sa place en tant que personne seule. Donc merci Christine de me permettre de m'exprimer devant des gens bien institués, d'après ce que j'ai pu voir, travaillant dans des institutions. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui travaille seul, qui avait envie de faire quelque chose. Je connais suffisamment de gens autour de moi, si des groupes devaient se développer, que pour trouver de l'aide auprès d'anciens co-animateurs avec qui j'ai travaillé dans le temps. Qui sont Merci restés, beaucoup. comme moi, assez jeunes de caractère. L'autosuffisance. Merci beaucoup, Marc, pour ce témoignage et toute cette sincérité hein, par rapport à ce que tu as vécu et cette approche aussi que tu as pu développer qui est, enfin, il me semblait, à partager avec l'ensemble ici des partenaires, de voir un petit peu comment ça résonne chez vous, ce type d'intervention. Alors, très spécifique, hein, Marc, hein, c'est vraiment par rapport à des personnes qui ont vécu un traumatisme, mais qui est pas nécessairement installé, mais en tout cas, il y a un travail quand même de longue haleine à faire avec eux. Merci beaucoup. Et l'appel est lancé, hein, donc vous avez tous entendu Marc Abramovitch par rapport à voilà, sa détermination et sa solidarité vis-à-vis des personnes sinistrées. Alors, j'ai une question. C'est toi, Charlotte. Hein, comment fait-il? Ah oui, par rapport aux personnes avec qui vous travaillez, vous mettez en place ces groupes qui ne parlent pas le français. Marc? Je travaillais avec on a toujours travaillé avec, j'ai dû apprendre à travailler avec avec traduction. Et donc en Roumanie, il y avait une personne qui traduisait les questions du groupe et nos réponses et nos propositions. En Algérie, pas français. C'était un groupe de psychologues français qui devaient se rendre sur les lieux de drame des villages qui avaient été agressés par le FIS, les Forces islamiques du salut. Et ces psychologues de l'université d'Alger étaient tout à fait désemparés, ils n'avaient pas de formation pour des situations aussi dramatiques, et MSF avait fait appel à notre centre. En fait, je travaillais à cette époque à l'ULB, c'est un centre de planning familial qui s'est occupé, un des tout premiers centres qui a pratiqué des avortements. Donc, vous avez en face de vous un militant de cause extrême, puisqu'on s'occupait d'avortements à partir des années 68
et que la loi n'a été autorisée qu'en 1990 et que nous avons fait des avortements à l'ULB, pas clandestinement, en décidant de le faire, vu la situation en Belgique et la situation des femmes. On a décidé de faire des avortements et les médecins qui le faisaient, qui prenaient de grands risques, les psychologues beaucoup moins, le faisaient pour faire avancer cette loi qui a tardé. Et ce n'est qu'en 1990 que la loi en Belgique autorisait les femmes à avorter. Donc, ce genre de travail avec des situations extrêmes, notamment avec des femmes qui demandaient des avortements, qui allaient en Hollande au départ parce qu'en Belgique on ne pouvait pas le faire. Ce groupe avec des femmes en difficulté, ben, on l'a fait en Roumanie et en Algérie, ces psychologues, je crois qu'on est arrivé à les aider à faire face à une situation auquel ils n'étaient pas du tout prêts parce qu'ils étaient confrontés à des atrocités, ils devaient aller sur place, aider les gens, ils étaient envoyés par le gouvernement algérien pour aider les gens les rescapés de ces carnages d'ailleurs. Donc, Marc, je vais devoir te couper parce que tu as dépassé le temps qui t'était imparti. Je ne m'en rends jamais compte quand je parle. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, hein? Oui? Je pense. Hein? Tu as été au-delà même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc, pour ce témoignage. Hein. C'est vraiment très intéressant et toute l'expérience que tu peux mettre en évidence et qui peut être utile aussi au sein des institutions qui sont aussi autour de la table. Donc, n'hésitez pas. Mais vous êtes confronté à quelque chose qui ne s'était jamais passé en Belgique. C'est une catastrophe. J'ai entendu ce matin, je pensais qu'il y avait 36 morts, il y en a 41. J'ai entendu ça ce matin à la radio. Ouais. Et dans ce que les enseignants me disaient, on me parlait de scènes auxquelles les enfants avaient assisté du côté de Finster, où c'était très grave, où ils ont vu leurs grands-parents entraînés par l'eau, et les enfants se posaient la question s'ils étaient morts noyés ou s'ils étaient morts autrement. C'était vraiment des aspects hyper dramatiques. Merci beaucoup, Marc. Alors, on va aborder un sujet là maintenant aussi très délicat. Hein, donc, j'accueille Élise et Petit Sam de Impasse dans l'impasse qui vont nous présenter un peu la notion de sentinelle et plus particulièrement par rapport à la sensibilisation par rapport au suicide. Voilà, je vous laisse la parole. Si vous avez votre écran, vous voulez partager un document, je crois qu'il n'y a pas ce n'est pas bridé, hein, vous pouvez le partager vous-même. D'accord, un tout grand merci. Tout d'abord, je voudrais te remercier, Christine, pour l'invitation à ce webinaire. Nous sommes très contents de pouvoir participer. Je partage de suite mon écran. Oups. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous le voyez? Merci. J'essaie de le mettre en diapositive de suite. Alors, au-dessus diaporama. Voilà. Est-ce qu'ici, c'est bon? Oui. Parfait. Donc, je vais vous présenter notre dispositif de sentinelle en prévention du suicide mis en place par Impasse dans l'impasse et je viendrai au cours de la présentation sur la notion de sentinelle de manière générale. Voilà le programme, juste pour expliquer pour ceux qui ne nous connaissent pas vraiment 2-3 mots sur Impasse dans l'impasse. Je voudrais aussi faire part de quelques constats et chiffres en Wallonie en matière de suicide parce qu'il me semble important à énoncer pour expliquer un petit peu l'ampleur de notre dispositif. Je vais aussi parler des objectifs du projet. Concrètement, vous expliquer le processus et c'est à ce moment-là que nous attarderons sur les notions de sentinelle et nous souhaitons évidemment laisser un moment pour les questions-réponses. Alors voilà, brièvement, l'ASBL Impasse dans l'impasse, la voici. Nous sommes composés de 4 services, comme vous pouvez le voir. Il y a le centre de prévention du suicide et d'accompagnement qui s'occupe des consultations psychologiques. Nous disposons aussi d'un centre de référence en prévention du suicide, un centre de prévention et de promotion de la santé en milieu carcéral et un dispositif de soutien pour les indépendants en détresse.
Alors, les constats et les chiffres en Wallonie, les voici. En 2018, nous pouvons comptabiliser 686 personnes décédées par suicide. Il s'agit également de la première cause de décès pour la tranche d'âge des 15-44 ans. En ce qui concerne le taux de mortalité, on constate que celui de la Wallonie va être supérieur à celui de la Flandre et de Bruxelles. Un autre constat plutôt de non ordre qualitatif ici sont la problématique quant à la recherche d'aide, c'est-à-dire qu'on constate une auto-stigmatisation dans le chef des personnes qui entreprennent une démarche d'aide pour venir au bout de leur souffrance, une honte quant à la recherche d'aide professionnelle, mais aussi, et ça c'est très important, une manque de connaissances quant à l'offre de soins. Les objectifs du projet, nous avons d'abord des objectifs premiers, qui sont au nombre de 2. Le premier consiste à participer à la diminution du taux de tentatives de suicide et du taux de décès par suicide de 10%, et ce d'ici 2030. Le second consiste à poursuivre l'action 2.3.1 du plan wallon de promotion de la santé, qui s'intitule comme suit. En ce qui concerne nos objectifs secondaires, vous pouvez les voir au nombre de 3. Tout d'abord, il consiste à améliorer la détection des personnes suicidaires, et ce, en essayant d'avoir un maximum de sentinelles partout en Wallonie pour, de la sorte, se dire qu'il y a un maximum de chances qu'une personne qui se trouverait dans un état de détresse puisse rencontrer une sentinelle qui, à ce moment-là, voudra lui apporter son aide. Il s'agit aussi de rendre l'offre de soins plus accessible et de faciliter la recherche d'aide dans le cadre d'une démarche qui va se dire proactive. Concrètement, le dispositif Sentinelle. Voilà. Nous avons 3 acteurs principaux dans le cadre de notre dispositif. Alors avant ici de présenter ces acteurs et de présenter la notion de sentinelle telle que nous l'entendons dans notre dispositif en prévention du suicide, je vais parler un petit peu de la notion de sentinelle de manière générale. Comme vous le savez, le mot sentinelle en lui-même va tirer son origine du verbe latin sentire, qui va signifier entendre. C'est un terme utilisé au départ dans le domaine militaire. Ça fait référence, comme vous le savez, au soldat qui va faire le guet devant un lieu occupé par l'armée. C'est seulement par après que ce terme a été repris dans plusieurs domaines, tels que la médecine, la santé du travail ou encore la sécurité routière, pour enfin être utilisé en prévention du suicide. Il faut que vous sachiez aussi que le concept de sentinelle, tel que nous l'entendons dans notre dispositif, est fortement inspiré des travaux du Québec, et que notre programme lui-même est inspiré du programme qui est mis en place au Québec. Et quoi qu'il en soit, même si c'est un terme qui au final reste assez vaste, différentes qualités sont présentes chez cette personne qui a la casquette de sentinelle. À la fois, cette personne doit être disposée à recevoir les confidences de son entourage, mais elle doit aussi faire preuve de vigilance ou encore disposer de bonnes capacités d'accueil et d'écoute. Quant à nous, nous avons défini la notion de sentinelle dans notre dispositif tel que c'est présenté sur le diaporama que je vous diffuse, à savoir en tant que relayeur, un citoyen aidant qui va être formé à détecter une personne suicidaire et qui va faire office de lanceur d'alerte auprès d'un service compétent. J'entends ici le centre de référence d'Impasse dans l'impasse. Bien sûr, ce lancement d'alerte va être fait sur base de l'accord de la personne en crise et comme identifié nécessitant une aide. Ça, c'est le premier acteur incontournable de notre dispositif, c'est la sentinelle. Le deuxième acteur, Impasse dans l'impasse, c'est-à-dire que nous avons différentes compétences dans ce dispositif. À la fois, nous recontactons le patient, la personne en détresse, dans les 24 heures de la réception de l'alerte, pour ensuite relayer la demande vers un réseau de professionnels. Nous coordonnons le projet. En tout cas, le centre de référence s'occupe de la partie administrative du dispositif, tandis que le centre de prévention du suicide et d'accompagnement d'Impasse dans l'impasse s'occupe de formation prévention du suicide pour les psychologues, mais aussi des sensibilisations pour les sentinelles. Le troisième acteur incontournable, c'est le psychologue. Donc, le psychologue, comme je vous l'ai dit, qui va suivre à ce moment les formations en prévention du suicide dispensées par Impasse dans l'impasse
et qui va pouvoir recevoir cette personne en détresse, qui va tout d'abord, une fois qu'il sera contacté par un PAS dans l'impasse, contacter la personne afin de fixer un rendez-vous dans la semaine qui suit cette première prise de contact. Maintenant, je vais dire en pratique, je vais vous expliquer ça de manière, j'espère, la plus précise, la plus concrète possible. Nous avons une sentinelle sensibilisée par un PAS dans l'impasse, lanceur d'alerte, qui va détecter dans une situation X une personne qui se trouve en détresse suicidaire et va lui proposer d'être contactée par un professionnel. Ce qui est très important, c'est que cette sentinelle doit marquer son accord. Et si et seulement si cette personne marque son accord, la sentinelle et la personne en détresse, de manière conjointe, vont remplir une fiche alerte. Cette fiche alerte comprend les coordonnées, bien sûr, de la sentinelle, mais aussi de la personne en détresse et d'autres éléments comme les antécédents d'éventuelles tentatives de suicide ou des idées suicidaires que la personne en détresse peut avoir. Une fois que cette fiche est complétée, elle est envoyée au centre de référence d'un PAS dans l'impasse et va être traitée par un PAS dans l'impasse. Pour les mineurs, il est très important, avant que l'envoi de cette fiche, excusez-moi, pour les mineurs, il est très important pour que cela fonctionne, donc que les parents marquent leur accord, les mineurs étant soumis à l'accord parental. Une fois que la fiche est réceptionnée par un PAS dans l'impasse, nous contactons la personne en détresse dans les 24 heures. À ce moment-là, on s'assure qu'elle a bien marqué son accord, on s'assure un petit peu de la demande et on lui propose à nouveau cette prise en charge auprès d'un professionnel. Et là, on fait en fonction, je vais dire, de la proximité géographique. On va essayer de trouver un professionnel du réseau qui va se situer au plus près de la personne. On fait en fonction de ses moyens, de ses disponibilités et autres. Une fois que la personne nous a fait part de cela, nous contactons donc le psychologue qui, lui, comme je vous l'ai dit, va reprendre le premier rendez-vous, qui doit la reprendre contact en la semaine de tout ce processus. Cette manière de faire nous permet de miser sur la proximité, la rapidité d'action, mais aussi la proactivité de la démarche d'aide en prévention du suicide. Voici. Je ne sais pas si vous avez des questions, des réponses, mais en ce qui me concerne, voici l'explication de notre dispositif et la notion de sentinelle que je souhaitais vous présenter. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Élise. C'est une prouesse que de présenter ce concept en si peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions au sein des participants, par exemple, ou au sein des intervenants? Alors, moi, j'avais une petite question. Ah, pardon, tu as relevé une question, Corinne. Alors, il y a des questions, mais qui ne sont pas, qui sont de l'ordre plus général et qui concernent, à mon avis, plutôt les deux orateurs précédents. Mais pour le moment, aucune question pour un PAS dans l'impasse. On peut peut-être garder ces questions-là pour la fin du débat. Je voulais savoir, mais c'est juste une question par curiosité. Élise, c'est vraiment par curiosité, quand vous dispensez des formations, oui. Ces formations sont en présentiel, en visio. Comment est-ce que vous recrutez? Qui est intéressé par vos formations? Comment ça se passe par rapport, voilà, il y a toute une procédure, toute une démarche. Vous parlez de lanceur d'alerte. Voilà, comment est-ce qu'on peut se dire, tiens, moi, oui, j'incarne cette fonction-là parce que j'ai suivi cette formation, qui est une formation d'une matinée, ou je me trompe? Non. Alors, les formations, les sensibilisations sont différentes. Donc, je vais essayer de répondre à toutes les petites questions. Coupez-moi, n'hésitez pas si jamais. Donc, la formation et les sensibilisations, pour le moment, sont dispensées en vidéoconférence. Je vais dire, adaptation à la crise oblige un petit peu. Jusqu'à présent, ça a fonctionné de la sorte. Les formations sont des formations de 2 jours et destinées uniquement aux psychologues. La sensibilisation, quant à elle, dure 3 heures, une demi-journée, et est destinée aux sentinelles qui, eux et eux seuls, ont ce rôle de lanceur d'alerte.
puisque une fois qu'on lancé l'alerte, nous traitons tout cela et nous renvoyons vers un psychologue qui, lui, aura suivi les formations de 2 jours. Alors, qui, en tant que psychologue, peut et pourrait être intéressé à faire partie de ce dispositif? On dit souvent, quand les psychologues, quand les professionnels nous interrogent à ce sujet, mais ça dépend de vos affinités aussi. Ça dépend de vos affinités, ça dépend un petit peu de ce que vous aimez faire, dans quoi vous vous sentez capable de travailler. Et sinon, nous, ce que nous souhaitons, ce soit des psychologues qui disposent d'un visa de clinicien. Nous demandons, après que les formations soient dispensées, de signer une convention de collaboration avec Impasse dans l'impasse. À part cela, nous n'avons pas d'autres exigences à ce sujet, et surtout, nous souhaitons que ce soit des psychologues qui se sentent dans l'affinité avec la matière. Voilà. C'est ça, oui. Et qui, en termes d'agenda, aurait également une possibilité, parce qu'on sait que la prise en charge en prévention du suicide, la rapidité est importante, et que donc, effectivement, en termes d'agenda, on puisse proposer un rendez-vous assez rapidement à la personne en détresse, puisque, voilà, en fonction d'où la personne se situe dans son processus suicidaire, on sait que l'intervention pourra nécessiter plus ou moins de l'urgence. Voilà, c'est vrai que c'est pas un critère qui est demandé directement, mais voilà, ça va faire partie un peu de ce qu'on va proposer aux psychologues en termes de prise en charge. Est-ce qu'il se sent, voilà, de pouvoir intervenir sur des situations d'urgence, ou est-ce que, voilà, il préférait peut-être plutôt aborder des personnes avec un processus peut-être plus au début du processus. Et voilà, ça va être aussi le rôle de la sentinelle, de pouvoir détecter un peu cette urgence. Elle aura appris justement à détecter la souffrance, à voir un peu comment briser l'isolement que les personnes ont mis en place autour d'elles lorsqu'elles sont sujettes aux idées suicidaires. Et donc, ça va être au rôle de la sentinelle de justement voir où en est la personne dans ce processus suicidaire et quelle est l'importance de l'urgence pour une prise en charge. Parfait, merci. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, il y a des services de santé mentale, des centres PMS qui ont signé des conventions avec vous, ou des psychologues indépendants? Alors, en ce qui concerne les SSM et les centres PMS, nous avons des sentinelles. Nous avons pas mal de personnes qui font partie de ces institutions et qui sont devenues sentinelles. J'ai eu un bug, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est pas grave, mais on a bien entendu. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Oui. Et les psychologues indépendants aussi? Je n'ai pas entendu, moi. C'est-à-dire qu'eux vont faire partie du réseau de psychologues qui sera prêt à prendre en charge une personne en détresse suicidaire. Oui. Donc vraiment, l'idée, c'est la sentinelle va faire partie de différentes plateformes, que ce soit voilà, dans un milieu psychomédico-social ou un milieu totalement autre, pour essayer de toucher un maximum de personnes au niveau de la population générale. Elle va détecter effectivement une détresse, elle va renvoyer une alerte, et alors à ce moment-là, on va, comme l'a expliqué ma collègue, on a travaillé avec un réseau de psychologues qui ont pris la décision de s'inscrire dans ce dispositif Sentinelle, de conventionner avec nous, et c'est pour ce côté proximité justement, essayer d'avoir le plus de psychologues possible dans différentes régions en Wallonie, pour que si une personne qui habite voilà, par exemple la région de Pépinster puisse trouver un psychologue proche de chez lui si nécessaire, plutôt que de devoir par exemple absolument aller au centre-ville de Liège ou ce genre de choses. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'intervention de Impasse dans l'impasse? Corinne? Non, actuellement non. Ok. Moi, je vais vous proposer, avant de passer à Sabine, du CLPS de Wee-Warren, c'est de reprendre, Corinne, si tu veux bien, les questions que tu as pu collecter à l'attention des 2 premiers intervenants, de Charlotte et de Marc. Pas de problème. Alors, il y a à la fois des questions, mais c'est plutôt aussi des réflexions. Ah oui. Alors, une première réflexion que je vais vous lire, c'est « Bonjour, je suis éducatrice d'une école fondamentale sinistrée de Verviers. Nous mettons en place un projet pour favoriser la résilience des enfants. Nous allons organiser des groupes de parole et puis des ateliers créatifs pour reconstruire symboliquement avec les enfants notre quartier, notre ville. » Alors, cette personne ajoute comme question qu'elle aurait souhaité savoir s'il y a des conseils pour bien accompagner ses enfants sur le long terme.
Elle ajoute par ailleurs qu'il y a vraiment un travail de collaboration qui se met en place avec le PMS et différents intervenants socioculturels de la ville. Mais la question, c'est plutôt, tiens, sur le long terme, comment peut-on accompagner ces enfants? Charlotte, peut-être? Tu n'as pas ton micro? Ah, voilà. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'éléments dans la question. Il y a un réseau, il y a une attention particulière, il y a une idée qu'effectivement, ça peut prendre du temps et qu'il y a donc besoin du long terme. Je pense que tout ça sont déjà des éléments plutôt importants et intéressants. Après, il n'y a pas une bonne façon de faire et je pense que la vigilance de tout le monde va permettre qu'on puisse imaginer des réponses très différentes en fonction de ce qui va être témoigné. C'est difficile aussi, je trouve, d'imaginer, puisque un peu comme M. Abramovic le disait, c'est la première fois qu'on vit ça chez nous, en tout cas. On a pu l'imaginer ailleurs, mais dans notre culture et dans notre façon de vivre ici, c'est un peu la première fois. Et donc, on ne sait pas quelles vont être les prochaines étapes. On imagine qu'il y a des phases, on imagine qu'il y en aura d'autres après, qu'il y aura des moments, voilà, peut-être plus de solidarité, d'autres plus de solitude, plus de démarches administratives, plus... Voilà, on ne sait pas trop. C'est encore un peu à imaginer. Et donc, les réponses, il faut un peu avoir un panel, mais je me dis que si on travaille à plusieurs, si on est attentif, si tout ce que la dame a pu déjà évoquer dans sa question, ça me semble déjà pas mal. Après, au fur et à mesure, je pense qu'il y a des gens qui ont des outils, qui parfois se les partagent. Je trouve que c'est important des moments aussi comme ceci, où on peut évoquer, tiens, qu'est-ce qui a été mis en place là, ça donne des idées, ça permet de faire un peu rebond comme ça entre nous. Je pense que tout ça, c'est déjà pas mal. Merci, Charlotte. J'ai rien à ajouter, je suis assez d'accord, surtout par rapport au fait qu'on est confronté à une situation nouvelle et que ce qu'on fait est un peu expérimental actuellement. Comment est-ce que ça va pouvoir se continuer et quelle est la nécessité de le continuer, de quelle façon? C'est impossible à répondre maintenant. Merci. Corinne, tu avais... Sabine, pardon. Oui, moi, je voulais ajouter que, par ailleurs, les PMS sont là aussi pour accompagner les enfants, que ce soit en collectif ou au niveau individuel. Et donc, quand l'enseignante détecte qu'un soutien ou un suivi serait pertinent, elle peut faire appel au PMS de l'école. Merci. Merci, Sabine. Quand on a contacté les PMS, ils étaient vraiment dans l'idée de pouvoir consacrer du temps à ça et d'aller vers les enseignants pour voir les besoins et identifier. Donc, je pense qu'ils ont vraiment à cœur de ce temps-ci, juste après la rentrée, de pouvoir réfléchir ensemble par rapport à ces questions-là. Corinne, tu as fait relever? Oui, alors ce n'est pas une question, c'est plutôt une réflexion. Donc, c'est justement d'un agent PMS qui nous dit: on parle toujours de l'eau qui monte, il y a eu beaucoup d'eau, etc. Dans la réalité, c'est plutôt de la boue, du mazout, des objets, des déchets, des affaires personnelles des gens. Selon le niveau de compréhension des enfants, je pense que la nuance peut être importante. Peut-être est-ce que vous avez une réflexion par rapport à la nuance qui est apportée par cette personne? C'est tout à fait vrai. Voilà. C'est vrai que souvent, l'idée d'aborder l'eau, en général, c'est que c'est plus neutre et certains enfants vont la laisser bleue parce qu'ils n'ont pas vécu d'inondation, voilà. D'autres vont la noircir et peut-être la faire sentir mauvais et tout ça parce qu'ils ont vu une autre eau beaucoup plus traumatisante, beaucoup plus agressive, beaucoup plus... Et donc, dans les arts plastiques, en tout cas, quand l'animatrice socioculturelle a permis aux enfants d'évoquer ces questions-là, tous les dessins n'étaient pas une petite eau bleue pure avec une oasis, quoi. Forcément, il y avait effectivement des déchets, il y avait la pollution, il y avait... Tous ces éléments ont aussi marqué. Disons que le point de départ que nous, on avait choisi, c'était de pouvoir partir de quelque chose de plus neutre pour ne pas arriver avec un truc trop connoté à la base. Mais c'est vrai que... Alors, peut-être que la réflexion, c'est aussi de se dire, mais finalement, est-ce qu'ils arrivent encore à se dire que c'est de l'eau, cette boue? Voilà. Bon, je ne sais pas, peut-être alors, c'est à amener au fur et à mesure de l'échange de paroles et du moment avec les enfants. Mais c'est vrai que ce n'est pas une eau toute belle, toute bleue. Ça, c'est vrai. Merci, Charlotte. Je voudrais peut-être rajouter le fait que c'est l'aspect symbolique qui est important. Surtout quand on dit l'eau qui monte, ça dit tout
En soi-même, ça dit tout, je pense, parce que l'eau ne monte pas normalement, l'eau coule, rien qu'au niveau des termes, l'eau coule d'habitude, mais l'eau qui monte, ça dit tout au niveau du danger, de la noyade, de la submersion, du danger. Donc moi, je ne sais pas si c'est nécessaire de rentrer dans les détails, le côté symbolique du danger. Il y a danger, l'eau qui monte, c'est un danger. Et ça exprime toute l'angoisse qu'on peut ressentir par rapport à ça. Je ne suis pas certain. Peut-être que pour certains, ils ont besoin de rentrer dans les détails. Mais moi, si on me dit l'eau monte, ben, je m'enfuis, quoi. Si je peux. Oui. Merci. Alors, ça vous va si on passe à Sabine? Si on continue par toi. Tu es directrice du CLPS de Wiwarem. Tu nous as préparé une présentation d'outils concrets dans la multitude d'outils que vous avez, vous les CLPS, qui peuvent être des outils intéressants dans les classes, pour les parents, pour les enseignants, les centres PMS et d'autres structures encore. Donc, je te laisse la parole, Sabine. Oui. Mais tout d'abord, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je vais partager mon écran pour vous présenter un peu le travail des CLPS et des outils concrets. Donc, ce qu'on m'avait demandé, c'était vraiment des outils concrets par rapport aux pratiques collectives. Et donc, comme Christine l'a dit, on a vraiment beaucoup de choses dans nos centres de documentation. Donc, j'ai fait un focus sur les outils plutôt pour aborder les émotions, les besoins, les sentiments. Alors, je vais juste quand même dire un mot des CLPS. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on propose? Comment est-ce qu'on fonctionne? Un mot sur le centre de documentation et sur les outils pédagogiques. Et puis, je passerai à la présentation d'outils pédagogiques adaptés pour les petits, les enfants, les ados et les adultes. Alors, tout d'abord, les centres locaux de promotion de la santé, qui sommes-nous? Nous sommes des services agréés et subventionnés par l'AVIC dans le cadre d'un décret de promotion de la santé. Et nous avons comme mission l'accompagnement des professionnels dans l'élaboration, la conception et l'évaluation des projets en lien avec la santé. Comment est-ce que ça se concrétise? Eh bien, on peut apporter ce soutien documentaire. On a toute une série d'outils pédagogiques. On apporte aussi un soutien méthodo, c'est-à-dire la réflexion pour la mise en place du projet, pour son évaluation, identifier les ressources, etc. On peut soutenir et animer des réseaux et on peut organiser des formations, des échanges de pratiques. Alors, nous sommes 9 CLPS en région wallonne et 3 en province de Liège. Donc, il y a le CLPS de Wiwarem que je représente aujourd'hui, mais il y a également le CLPS de Liège et le CVPS pour Verviers. Au niveau du centre de documentation, eh bien, comme je l'ai dit, on propose des ressources pédagogiques sur toute une série de thématiques santé et donc ça va de l'alimentation à la santé mentale en passant par la qualité de vie, la cohésion de groupe, etc. On propose un accompagnement documentaire. Ça veut dire qu'on n'est pas une bibliothèque, on n'est pas une ludothèque. Les personnes peuvent venir chercher un outil, évidemment, mais en général, il y aura un accompagnement et une réflexion avec la documentaliste par rapport à cet outil. J'y viendrai par la suite. Comment est-ce que le centre doc fonctionne? La majorité du temps, c'est justement sur rendez-vous pour qu'on puisse préparer quelques outils qui sont adaptés aux besoins du professionnel. Avec la documentaliste, il va y avoir cette analyse de la demande. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un outil? Pour quelle thématique? Combien de temps? Quel public? Etc. Et puis, analyser et choisir les outils les plus adaptés et accompagner pour utiliser l'outil. Alors, on fait des prêts gratuits pour des durées déterminées. Je voulais quand même venir sur l'outil pédagogique et repréciser qu'un outil pédagogique, ça n'est malheureusement pas une baguette magique. L'outil pédagogique, il ne va pas tout faire et il ne va pas se suffire à lui-même.
peut-être quelque chose d'important aussi ici par rapport à ce que j'entends sur les pratiques collectives, etc. On a des outils de prévention. Ce qui veut dire que souvent, ce sont des outils qui sont appelés à être utilisés en amont d'un problème. Je vais vous parler d'outils sur les émotions, par exemple. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec les enfants, avec les adultes, à identifier une émotion et qu'est-ce qu'elle cache, quels besoins est-ce qu'il y a derrière cette émotion, etc. Pour que quand les enfants seront confrontés à cette émotion, ils puissent mieux l'identifier et mieux la gérer. Et donc, il faut être prudent dans l'utilisation de ces outils pédagogiques en cas de crise, de situation, de traumatisme, etc. Quand on fait une animation et que l'enfant a déjà vécu quelque chose, on risque de faire surgir ces émotions. Il faut pouvoir les gérer. Il faut pouvoir gérer ce que les enfants vont amener, etc. Quand on est dans une situation de prévention, en général, il n'y a pas ce flot d'émotions justement qui arrive et donc on parvient à travailler ça plus facilement. Donc j'ai envie de dire des outils pédagogiques, oui, mais attention au cadre dans lequel ils sont utilisés et comment on l'utilise. Il faut pouvoir faire quelque chose après de ce qui va émaner de la pratique collective. L'objectif de l'outil, bien, c'est soutenir le professionnel pour aborder la thématique, faciliter la transmission d'informations, faciliter l'échange et amener vraiment une animation peut-être plus pertinente ou plus ludique sur les sujets. Maintenant, ils peuvent aussi être utilisés pour certains dans des échanges plus individuels. Alors, comme je l'ai dit, et ça me paraît vraiment important de revenir dessus, on n'est pas une bibliothèque et donc on ne vient pas chercher un outil et puis hop, le mettre dans une classe comme ça. Ça ne s'improvise pas. Il faut savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, etc. L'outil pédagogique, il ne fait pas tout non plus. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un jeu de table ou une poupée que tout va se passer magiquement très bien et que vous allez atteindre vos objectifs. Et ça ne se suffit pas à lui-même. Il faut qu'il y ait eu une réflexion, une préparation et probablement un suivi avant et après cet outil. Et donc, l'outil, ben oui, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il doit être adapté à l'objectif, au public, au temps de la rencontre, etc. D'où l'importance du soutien de la documentaliste dans le choix. Alors, au niveau des types d'outils, il y en a vraiment de toutes sortes. Et donc ici, j'ai préparé un petit panel, mais donc en général, il y a des photolangages. Ici, je vais vous montrer des cartes qui travaillent sur les émotions. Il y a des jeux, des plateaux de jeux, des marionnettes, etc. Par rapport aux outils inondation, comme on vous l'a dit, on a au sein des CLPS réalisé un répertoire d'outils en santé mentale, donc qui reprennent vraiment toute une série de choses sur la santé mentale. Et ça se retrouve sur un Padlet que voici. Donc, on pourra mettre le lien du Padlet dans le chat. Donc, voilà les ressources en santé mentale qui représentent les CLPS et qui présentent des outils pédagogiques par type de public. Et puis, avec le CLPS de Liège et celui de Verviers, on a travaillé à l'élaboration d'un répertoire plus spécifique pour travailler la problématique des inondations. Et donc, les outils pédagogiques que je vais vous montrer aujourd'hui sont repris dans ce répertoire qui se trouve sur le Padlet du réalisme sur les ressources émotions. Je vais fermer ceci. Donc, évidemment, il s'agit d'une liste non exhaustive et les outils que je vais vous présenter maintenant, c'est par rapport aux émotions, mais on en a d'autres pour travailler la gestion du stress, la résilience, faire face au deuil, etc. Voilà, pour information, pour les petits, je vais vous montrer rapidement Jojo, des marionnettes, une petite poupée, un jeu de table. Pour les enfants, on va passer plutôt à des cahiers, à des cartes de discussion. Et puis, pour les ados et les adultes, on va passer de l'expression des sentiments vers celui des besoins, vers celui aussi des ressources pour faire face à ces besoins. On a aussi un outil qui permet de travailler vraiment la gestion du problème, identifier le degré d'importance de la problématique rencontrée, etc. Voilà. Alors, on va passer donc maintenant à du
concret. Et donc, pour ce faire, je dois faire une petite manipulation. Alors, je remets ma caméra. Cocher un... Oui, je décoche la caméra. Voilà, par contre, je ne sais pas pourquoi on ne me voit qu'en petit. Il faudrait que je reprenne la place de l'orateur. Partager l'audio ici, à gauche. Est-ce que vous me voyez toujours en petit, j'imagine? Oui. Ok, c'est pas grave, je vais faire autrement. Il faut juste quelques secondes. Pourquoi? Non, ça va aller. Ça va? Moi, je ne sais rien faire de mon côté. Non, c'est juste, il faut que ça se mette... Voilà, je repartage. Voilà. Parfait. Alors, donc voilà, comme je disais, on a beaucoup d'outils différents. Et donc ici, vous avez un outil qui est un petit livre. Donc parfois, je me sens. Et donc, on peut partir de cette histoire pour identifier comment est-ce que les enfants se sentent, comment te sens-tu? Parfois, je m'ennuie, je me sens seule, je me sens triste. Et donc, on parcourt toute une série d'émotions dans le livre. Et la dernière image, c'est aborde la question, voilà, et toi, comment te sens-tu? Et ça ouvre la discussion avec les enfants. Mais on sait que ce n'est pas évident pour les enfants d'exprimer « je me sens triste, je me sens fatiguée », etc. Et donc, on pourrait utiliser, par exemple, des marionnettes qui ont différents visages. Et donc, on peut repartir de ces marionnettes pour voir comment est-ce que les enfants se sentent et qu'ils peuvent montrer je me sens plutôt triste, je me sens content. Et chaque marionnette a des images. J'ai plutôt peur, voilà, je me sens plutôt mitigée, je suis joyeux, je suis en colère, etc. Donc, il y a moyen, évidemment, comme je l'ai dit, de combiner différents outils. Donc, on pourrait raconter une histoire et puis travailler avec les marionnettes, avec les enfants. Avec ces marionnettes, on a aussi un livre d'histoire qui met en jeu les marionnettes. Donc, on pourra vraiment les faire vivre. Et puis, après, aborder les sentiments et les émotions des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont vécu par rapport à l'histoire racontée? Comment ils se situent dans l'histoire? Mais ça, voilà, c'est vraiment tout le cadre de l'animation. Comme je l'ai dit, les outils, c'est un support à l'animation. Alors, nous avons aussi une poupée. Justement, je disais, ce n'est pas toujours évident d'identifier les émotions pour les enfants. Et donc, on a une poupée où on peut vraiment travailler avec eux les émotions, comment est-ce qu'elles s'expriment, comment est-ce qu'on peut les reconnaître. Et donc là, la poupée, elle est plutôt contente. Et les enfants peuvent, avec les petites cartes, identifier dans quelle situation, eux, ils sont plutôt contents. Ils exprimeront ce sourire, ce grand sourire, des yeux ronds, etc. On peut aussi voir, dans quelle situation ils ont plutôt peur. Et comment est-ce que ça s'exprime, la peur sur le visage?
Et donc, pour ce faire, ils ont différents petits éléments. Et donc, on peut aller changer et remplacer les yeux du bonhomme pour dire qu'il est plutôt triste là. Voilà, donc il y a vraiment moyen de jouer avec cette petite poupée sur les différentes émotions, et donc ça encourage les enfants aussi à comprendre comment ils se sentent, à comprendre, tiens, quand je suis comme ça, ça exprime plutôt ça, etc. Alors, nous avons un autre exemple qui est une journée pleine d'émotions avec Jojo l'ourson. Et donc, Jojo, c'est un petit ourson à qui il arrive plein de choses. Et donc, ce sont des dessins qu'on peut reproduire, que les enfants peuvent colorier, etc. Et donc, voilà, aujourd'hui, Jojo est de bonne humeur. Il va passer du bon temps, ses yeux sont rieurs, et on repose chaque fois des questions. Et toi, tu peux faire des yeux rieurs comme Jojo quand il est de bonne humeur. Est-ce que tu peux faire un beau sourire comme Jojo? Qu'est-ce qui te rend de bonne humeur, etc. Mais il y a tout un panel d'émotions qui sont parcourues. Voilà, ici, Jojo est triste. Voilà comment il est quand il est triste, etc. Donc, Jojo a peur. Jojo est en colère, etc. Donc, ça va permettre de retravailler les émotions encore autrement. Alors, on a des outils qui permettent aussi d'aider l'enfant à se sentir bien quand il est confronté justement à une situation un peu plus difficile. Et donc, ça va donner des idées sur, tiens, quand tu ne te sens pas bien et que tu as envie de faire ci, ben voilà, on retrouve des petits exercices qu'ils peuvent faire à la maison. Donc, et quand est-ce qu'ils peuvent se servir des petits exercices? Le saut de pied, je m'en sers quand j'ai trop d'énergie, quand j'ai besoin de me défouler, quand je me sens très en colère. Donc, c'est des exercices, des petites choses qu'on peut faire en classe ou en groupe pour que les enfants puissent le reproduire quand ils sont chez eux et qu'ils doivent gérer une certaine émotion, etc. Le râteau-tête, je m'en sers quand ça va dans tous les sens dans ma tête, quand je pense tout le temps à une idée qui me fait peur. Donc voilà, ça va vraiment les aider à affronter des situations à un moment donné. Alors, un dernier outil pour les enfants, c'est la couleur des émotions. Et là, on a plusieurs choses qui peuvent se compléter. On a d'abord un livre, l'histoire, la couleur des émotions. C'est un livre pop-up où on va raconter l'histoire du monstre des couleurs qui s'est levé du mauvais pied, qui se sent bizarre, il est tout désorienté. Et dans sa tête et dans son cœur, il ne sait plus où il en est, tout se bouscule. Et il va être accompagné d'une petite fille qui va l'aider à faire le tri dans ses émotions et puis à identifier comment il peut aller mieux. Et donc, voilà l'histoire sur les émotions, et elle va l'aider pour qu'il puisse ranger ses émotions dans des bocals pour y voir plus clair. Donc, voilà, l'histoire, c'est vraiment le début pour entamer une réflexion, et elle peut être accompagnée des nounours. Et donc, on a les nounours qui vont avec et qui permettent voilà, de concrétiser un peu les différentes émotions des enfants. Et puis, si on veut aller plus loin, on peut travailler avec un jeu de table qui reprend alors quelque part en manipulable le monstre des émotions et la petite fille, et puis les différents jetons des différentes émotions à reclasser comme le monstre a dû le faire dans son histoire dans les bocaux. Et donc, on lance le dé, on va sur la bonne case, donc si c'est 1 ou 2, bien, on choisit une des couleurs et l'enfant va être amené à raconter, et toi, tiens, quand tu es triste, voilà, c'est une histoire, quand tu es triste et qu'est-ce que tu fais, etc. Et puis à reclasser son émotion dans le bon bocal.
voilà, ça c'est une idée pour aller un peu plus loin par rapport à ça. Alors, pour les plus grands, on monte un peu en âge, on a des cahiers de réflexion. Donc, le cahier Mes émotions. Et donc là, ça va être vraiment amené aussi à identifier, il y a toute une série de choses reproductibles, évidemment. Dessine-toi quand tu es triste, quand tu es en colère, découpe ton portrait. Et on passe d'une activité à une autre. Et donc, ça permet aux enfants de faire ça individuellement et puis d'en discuter avec les autres. Tiens, pourquoi tu t'es dessiné comme ça, etc. Regarde maintenant les chiens, lesquels sont tristes, lesquels sont... Donc voilà, ça permet vraiment de travailler toute une série de choses différentes, le toboggan des émotions, etc. Les mots doux que j'aime pour me réconforter, les mots cailloux que je n'aime pas, le loto des émotions. Donc il y a vraiment un panel d'activités. Pour les un peu plus grands, on passe à un outil qui s'appelle le perlipapote. Et donc le perlipapote, ce sont des cartes. J'essaye de chercher le bon angle. Donc, voilà, on va parcourir les cartes et les enfants sont amenés à parler autour de la carte qu'ils ont pris ou que l'animateur a amené. Donc, quel est le meilleur moment de ta journée? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Parle à quelqu'un de ce que tu aimes beaucoup. Quel est le pire moment de ta journée? Etc. Et donc, en fonction de l'objectif et de ce qu'on veut travailler, on va choisir quelques cartes qu'on va remettre au sein de la discussion. Donc voilà, c'est vraiment des cartes pour aider à discuter. Alors, on continue à avancer un peu en âge et donc là, on aura un outil qui s'appelle les sentiments, mes besoins. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier comment on se sent et du coup, de quoi est-ce qu'on a besoin pour aller mieux. Et donc, il y a vraiment toute une série de cartes différentes. Donc, je me sens impuissant. J'ai peut-être besoin de réassurance par rapport à mes capacités d'agir, de faire des choix, etc. Et on peut amener la personne à réfléchir à de quoi est-ce qu'elle aurait besoin pour gérer ce sentiment. On a d'autres types de cartes pour évaluer de nouveau les émotions. Donc, ça s'appelle les émoticartes. Et donc là, l'idée, c'est de travailler sur une échelle pour dire, voilà, je me sens, je vais prendre, j'ai peur sur une échelle de 1 à 5, je me situe plutôt là. Je suis stressée, je me situe là. Je suis découragée, je me sens coupable, je suis en colère, etc. Ça, ce serait l'émotion du moment. Comment est-ce qu'on se sent? Et l'idée, c'est de pouvoir se dire vers quoi est-ce qu'on souhaiterait aller? Quel type de sentiment on souhaiterait avoir? Donc, on aura la joie, la fierté, l'estime de soi, la confiance, etc. Et pour arriver à passer de l'un à l'autre, quel type de ressources est-ce qu'on dispose? Et donc, il y a toute une série de pistes de ressources. Trouver un lieu agréable, avoir une écoute active, essayer de lâcher prise, se détendre, bouger. Et on pourrait compléter cette activité avec de nouvelles cartes que les personnes pourraient identifier elles-mêmes ou en groupe, trouver toute une série d'idées pour permettre de passer d'une émotion à l'autre, de gérer les choses, de faire face à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Par exemple, les défis de la vie, c'est également un jeu de cartes pour s'exprimer autour d'un thème commun. Et donc, pourquoi es-tu ici à cet instant précis? Comment vis-tu le regard des autres? Comment est-ce que l'extérieur t'influence? Qu'as-tu fait de nouveau? Donc, il y a toute une série de quoi te parle ta tristesse, de cartes et de thèmes qui vont favoriser l'échange et favoriser l'expression de chacun autour d'un thème qu'on aurait identifié. Je continue avec, alors vraiment pour les adultes, on va être plutôt autour d'un photolangage, adulte et ado, d'un photolangage avec vraiment l'idée de pouvoir s'exprimer sur quelque chose
en n'étant pas obligé de trouver des mots, en pouvant se dire, ben voilà, moi, la carte qui me correspond pour le moment, c'est plutôt celle-là. Alors après, à l'animateur de trouver la question et le sujet sur lequel il veut travailler. Et donc, voilà, c'est de nouveau un outil qui permet de travailler l'échange et exprimer ses émotions, mais à travers la symbolique de l'image. Un autre outil qui est très sympa et très complémentaire, c'est le langage des émotions, avec des cartes qui sont beaucoup plus riches, évidemment, que celles qu'on voyait pour les enfants. Vous voyez qu'il y en a un beau paquet. Et donc, c'est j'ai peur, je me sens motivée, je me sens en insécurité, je me sens passionnée, je me sens angoissée, toute une série de cartes qu'on peut demander aux personnes de choisir comment ils se sentent et du coup retravailler sur les besoins. Vous vous sentez comme ça et de quoi est-ce que vous auriez besoin? J'aurais besoin de calme, besoin de sécurité, besoin de mouvement, besoin de rire, besoin d'affection. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour passer de ce sentiment à ce besoin? Alors, il y a aussi les sensations, au-delà des émotions, il y a comment on peut trouver voilà, la sensation, je me sens épaulée, je me sens, voilà, je serre les poings, j'ai les jambes qui flanchent, etc. Et donc, ça a l'avantage d'avoir vraiment beaucoup de situations différentes et de permettre aux personnes finalement de choisir quelque chose le plus proche de l'état dans lequel ils se trouvent actuellement. Et le dernier outil, qui est un peu différent, mais qui me paraissait vraiment intéressant à vous présenter, c'est l'outil ELADEB. Et donc, c'est un outil qui va vraiment permettre d'évaluer sur une échelle subjective, évaluer les difficultés et le besoin d'aide des personnes. Et donc, on va les inviter à choisir l'une ou l'autre situation, un élément. On voit dans les situations, ben, on a les finances, l'hygiène, les tâches administratives, la justice, les enfants. J'avais vu, il y a les relations sentimentales, la maison, etc. Donc, le milieu de vie. Il y a toute une série de situations et donc on va, avec eux, peut-être en sélectionner 4, 5 et leur demander de se situer avec des petites cartes. Pour cette situation, je n'ai pas de problème, j'ai un problème peu important, un problème important, un problème très important. On peut échanger autour de ce problème, quel est-il, qu'en est-il et qu'est-ce qu'on en fait. Et puis, on va passer sur une évaluation de l'aide. Je n'ai pas besoin d'aide, mais j'ai besoin d'aide supplémentaire. J'ai besoin d'aide, mais ça n'est pas urgent. J'ai besoin d'aide de façon moyennement urgente. Et donc, ça permet d'évaluer son problème et d'évaluer l'aide dont on a besoin. Donc voilà, très rapidement, je vais partager. Je te laisse terminer. Hein. Voilà. Oui, merci beaucoup, hein, Sabine. Et donc, voilà, c'est vraiment très rapidement un petit panel d'outils. Comme je vous l'ai dit, déjà dans les répertoires, la liste n'est pas exhaustive. On t'entend plus. Alors ici, encore moins. Mais c'est plutôt pour montrer le type d'outils qu'on a. Voilà. Et alors, tu disais en début de ton intervention que c'était important d'être… donc, l'outil, c'est une chose, mais le fait de le manier, de l'utiliser vis-à-vis de certains publics, donc vous dispensiez des formations où vous coachez les intervenants qui veulent utiliser ces outils. Moi, je me disais, voilà, j'imagine, j'ai une classe, j'ai des enfants
une vingtaine d'enfants, est-ce que je dois d'abord penser au temps que je vais consacrer à cet outil, à chaque enfant, en fonction des réactions des uns et des autres? Est-ce que je n'aurais pas besoin de quelqu'un qui m'accompagne pour faire ce travail-là, tu vois? Oui, tout à fait. Et donc, c'est vraiment le travail de la documentaliste d'accompagner dans la réflexion et de pouvoir se dire, est-ce que je vais être dépassée par l'animation? Prévoir une animation de 2 heures et qu'on va essayer de faire entrer dans un horaire de 50 minutes, ça n'est pas possible et c'est frustrant pour tout le monde. Donc, c'est vraiment le job de la documentaliste, c'est d'évaluer, attention, quand on a 20 enfants, s'ils s'expriment tous, ça va prendre autant de temps et donc, voilà, il faut plutôt prévoir ce temps-là ou alors changer d'outil. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'on travaille sur rendez-vous. C'est pour prendre le temps d'analyser la demande et de voir ce qu'il en est. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a de des rien, réactions? Merci à vous pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à cette présentation? Moi, je n'ai aucun commentaire dans le chat. Non. Mais c'était très intéressant. Si je peux, je peux en faire un. Voilà. Merci Sabine. Vraiment. Et bravo pour la préparation. Hein. Oui. Franchement. Est-ce que je vous laisse le mot de la fin à Charlotte, Marc, Ibtissam, Élise, et Sabine, bien sûr. Est-ce que vous voulez, chacun à votre tour, peut-être mettre l'accent sur quelque chose qui a déjà été dit ou que vous confirmez ou quelque chose que vous voulez ajouter? Moi, j'ai peut-être envie d'ajouter, et je l'ai déjà dit, et c'est vrai qu'on a été, plusieurs ont repris ça, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui ressort, comment est-ce qu'on assure un soutien à long terme, etc. Et donc, moi, j'ai envie de revenir sur cet aspect-là qui est, on propose des outils pédagogiques. Comme je l'ai dit, en général, on est dans une dynamique de prévention. C'est plutôt apprendre aux enfants, aux adultes à identifier leurs émotions pour pouvoir les gérer. Mais peu importe la thématique, on est toujours dans cette dimension-là. Et donc, je pense qu'il faut être très attentif à comment est-ce qu'on va utiliser un outil pédagogique quand on n'est plus dans cette prévention, mais quand on est dans la gestion d'une situation, parce qu'on risque de faire émerger des choses qu'on ne saura peut-être pas gérer. Et donc, il faut être prêt à pouvoir gérer les suites de ce qu'on va faire surgir, etc. Et d'ailleurs, l'expérience racontée précédemment amène ça aussi. Et donc, c'est vraiment très compliqué. On ne s'improvise pas psy et même si je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de bien faire, qui ont envie de travailler ça avec des enfants, même si nous, on a des choses à proposer, il faut être attentif à ce qu'on fait pour ne pas faire pire que mieux. Merci. Merci Sabine. Charlotte, tu veux Mais moi, je pense que j'ai déjà dit un peu tout. Donc, mais peut-être un point d'attention, si tu voulais retenir quelque chose des échanges qui ont eu lieu maintenant, est-ce que tu auras envie de mettre quelque chose en évidence ou de te dire, tiens, ça me fait penser, je vais prendre contact avec un tel ou un tel, ou je vais m'informer sur telle ou telle chose par rapport à ce webinaire, des informations que tu as pu en retirer? Je trouve que ce qui est intéressant, c'est évidemment toutes les pistes qu'on évoque, auxquelles nous, on n'avait pas toujours pensé. C'est vrai qu'on n'a pas, par exemple, pensé à faire appel à vous pour un outil, on aurait pu. Voilà, maintenant, évidemment, je garde en tête. On a d'autres projets auxquels on peut penser avec ce qui a été dit ici aussi, parce qu'on a évoqué tout ça sur la question des inondations, mais on a tous d'autres projets aussi pour lesquels on peut peut-être faire des liens avec ce qu'on vient de se dire. Donc, voilà, je garde en tout cas tout ça en tête. Et je pense que c'est l'intérêt de travailler ensemble qui permet ce genre de choses. Merci. Christophe Buret, tu as levé la main. Oui, voilà, tout à fait. Je pense que au nom de la direction de la santé mentale et de la vie, je voulais d'abord remercier en fait pour avoir eu l'initiative de ce webinaire déjà, et la préparation, l'organisation qui est top évidemment.
mais aussi la richesse en fait des échanges qu'on a eus et de ce qu'on vient de souligner, c'est-à-dire le travail en réseau qui est primordial dans le secteur de la santé mentale, tous les partenaires de la première ligne. Et on voit aussi qu'on travaille sur un continuum qui va de la prévention, la promotion de la santé, la réduction des risques jusqu'aux soins. Et au-delà de ça, tout l'aspect aussi de l'action sociale. Et, parce que, bon, évidemment, c'est une catastrophe qui a touché, évidemment, les gens dans toutes les dimensions qu'un humain puisse se retrouver. Et même, on parle aussi de symbolisme aussi derrière et qui impacte très fort, on va dire, tout à chacun. Et vraiment, la richesse des interventions était... voilà, j'ai aussi apprécié l'intervention de M. Abramovitz. Et donc, je pense que c'est à refaire, hein, peut-être de manière plus... Peut-être pas tout de suite, mais peut-être plus élargie et pourquoi pas aussi dans un cadre peut-être de cadastre aussi de l'offre en santé mentale. Je vous contacterai pour voir toute la richesse en fait du secteur, non seulement de la santé, mais vraiment tous les autres secteurs qui sont, je veux dire, voilà, autour de l'humain, tout simplement. Je ne dirais pas le patient, mais de l'humain. Et voilà. Et donc, un tout grand merci pour la richesse de ces travaux. Merci aux intervenants. Hein. Merci beaucoup. Élise et Abdissam, est-ce que vous voulez aussi nous donner votre mot de la fin ou ce que vous voulez mettre en évidence? Merci. Ben moi, pour commencer, tout ce que je souhaiterais déjà, c'est vous remercier tous pour ces échanges. Et quelque chose que je souhaiterais, c'est vrai, mettre en avant, c'est l'importance du lien entre la personne, que ce soit entre l'enfant, entre l'adolescent ou entre l'adulte qui se retrouve avec un professionnel. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre assez bien dans notre dispositif Sentinelle. Les Sentinelles nous disent, voilà, la plus grosse difficulté, c'est de créer une relation de confiance suffisamment sur le long terme pour que les personnes puissent se confier et puissent remplir cette fameuse fiche alerte pour après avoir un suivi. Et voilà, c'était mon petit mot. Je laisse ma collègue me compléter. Oui, et c'est vrai que l'idée, voilà, vu les événements dramatiques qui se sont passés dans la région liégeoise par rapport aux inondations, c'est sûr que si voilà, certaines personnes veulent évidemment faire partie de ce dispositif et même de manière peut-être un peu informelle, hein, essayer de faire un peu attention à l'autre, c'est l'important parce qu'on sait que ce genre de situation va amener de la détresse et de la souffrance avec voilà, des effets à moyen et à court terme, mais c'est vrai que ça peut aussi avoir des effets à long terme en ce qui concerne toute la reconstruction tant physique de la maison par exemple, mais aussi voilà psychologique sur comment les personnes vont pouvoir traverser cet événement traumatisant. Et donc c'est vrai que le réseau peut aussi être là, voilà, si quelque chose a été détecté, de pouvoir relayer vers certains services et prendre les choses en amont, ne pas attendre évidemment que la situation se dégrade. Donc c'est vrai que ce dispositif peut tout à fait aussi s'adapter à ça et c'est son objectif, c'est vraiment pouvoir venir en aide dès le début et ne pas attendre qu'une personne soit beaucoup trop dans sa détresse et dans sa souffrance que pour éventuellement passer à l'acte. Alors, ce dont on n'a pas parlé, sauf si j'ai été inattentive, hein, c'est ce dont on a parlé, Élise, au téléphone, c'est la détection des enfants adolescents ou préadolescents et la formation de sentinelle par rapport aux enfants, puisque ici, vous vous adressez aux adultes. C'est ça, hein. Voilà. Mais on en parlera peut-être dans un autre cadre, une autre fois, parce que je trouvais ça intéressant, ce que vous me disiez, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. Voilà, et pour l'instant, le dispositif, c'est vrai, focalisé sur les adultes, parce qu'une chose importante aussi, puisqu'il faut l'accord de la personne pour remplir la fiche alerte, c'est vrai que s'il s'agit d'un mineur, il faut également l'accord du parent. Par rapport à ça. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, voilà, le dispositif n'a pas encore pu s'étendre, mais évidemment, voilà. Voilà, mais il y a plusieurs questions qui peuvent découler. Qui sont soulevées. Voilà. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Marc Abramovitch. Est-ce que tu es d'accord? C'est un honneur qui me revient pas. C'est peut-être une question d'âge, qui t'influence pour que je dise des choses sentencieuses vu mon âge, mais je suis un peu effaré, étonné. Je ne savais pas très bien où je mettais les pieds, évidemment,
en proposant mes services. Et alors, je suis agréablement surpris quand même de voir cette richesse que vous possédez par vos expériences dans l'enseignement. Il y a une véritable richesse, une véritable possibilité. Je n'ai vu que les aspects d'initiative tentant de faire face à une situation vraiment dramatique, exceptionnelle, mais je suis un peu sous le coup de toutes ces informations, puisque je ne baigne pas du tout dans ce milieu-là. Je suis plus attentif, comme je vous ai dit, à des aspects internationaux, de drames internationaux qui me touchent personnellement très fort. Je pourrais dire quand même que vous confiez que de par la guerre, j'étais un enfant juif caché. J'étais exclu de l'école primaire par les lois antisémites. Et je suis confronté à un monde que j'ai peu connu. J'ai quasiment pas du tout connu des études primaires. J'ai commencé des études secondaires que j'ai ratées, et puis je me suis rattrapé à l'université. Et donc, je suis un peu émerveillé de toute cette richesse que j'ai entendue, de toutes ces bonnes volontés, de toutes ces... Je trouve qu'il y a beaucoup d'organisations et je ne m'y retrouve pas très bien, mais dans l'ensemble, je suis un peu époustouflé par tout ce qui est mis en place et cette richesse de ce système économique que je n'apprécie pas, mais quand même, qui dans certaines régions, je crois comme Liège, et de ce côté-là, donne quand même d'assez bons résultats. Félicitations pour votre travail. C'est assez émouvant ce que vous faites pour et les jeunes et pour les adultes. Merci beaucoup. Merci Marc pour ce mot de la fin. Et en tout cas, un tout grand merci à vous tous, toutes, pour vos interventions qui étaient vraiment très bien faites. Et on a suivi le timing, on a 2 minutes de retard. Mais ça va, hein, 2 minutes. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Merci. Et à très bientôt.